Bonjour à toutes et à tous pour cette masterclass pour retrouver les 15 typologies de e-commerce, un sujet que nous avons analysé, décrypté en profondeur avec les équipes du Hub Institute. Sur cette session avec vous, je vais en décrypter déjà 7. On va pouvoir voir un tout petit peu effectivement la richesse des possibilités en termes de e-commerce. Le e-commerce effectivement qui vient compenser une chute du retail, on l'a tous vu, le spectacle vivant, les arts visuels, l'architecture, les agences de publicité, le livre, l'audiovisuel, la presse, voilà, de nombreux secteurs qui ont été particulièrement impactés et donc effectivement une disruption qui vient encore amplifier et accélérer ce qu'on appelle le retail apocalypse, une tendance qui avait déjà démarré avant le Covid et qui s'est accélérée avec un certain nombre de malls, de chaînes, de magasins qui sont malheureusement en train de passer en faillite. On voit qu'on a une disruption sanitaire et économique, une disruption digitale, une disruption durable et une disruption de sens. Ça fait beaucoup de phénomènes cumulés qui impactent le business et qui, s'ils ont impacté le retail, en tout cas ont permis au e-commerce d'exploser. On a vu une croissance de plus de 10 ans en 8 semaines aux États-Unis, donc vraiment une envolée du e-commerce, faute de pouvoir aller dans les points de vente. D'ailleurs, on devrait parler d'everywhere commerce, vu la variété des modes de vente, depuis l'achat en ligne, l'achat sur mobile, avec les enceintes connectées, mais aussi, pourquoi pas, comme Amazon Go, le magasin sans contact. On voit qu'en tout cas, il y a une multiplicité de nouveaux canaux, entre autres le mobile qu'on oublie très souvent. On parle d'e-commerce, on devrait parler aussi beaucoup de mobile commerce, l'achat dans les apps, l'achat via les apps de distributeurs ou de marques. C'est un e-commerce évidemment de plus en plus international puisqu'on va aussi tout simplement acheter dans d'autres pays grâce aux grandes plateformes, grâce aux grands e-commerçants. On pense à Witch, on pense on pense à Alibaba et d'autres où effectivement certains vont tout simplement chercher au-delà des frontières. Et puis un e-commerce qui avait déjà été dopé avant le Covid par les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, ces pure players qui ont souvent démarré sur Internet, qui de temps en temps ouvrent aussi des points de vente, mais avec une agilité, avec une authenticité, avec une expérience client bien supérieure à la moyenne. Le e-commerce, évidemment, ça ne compense pas la taille du retail, mais ça aide clairement aussi à avoir une relation directe avec ses consommateurs pour récupérer déjà de la marge, récupérer du chiffre d'affaires, mais aussi récupérer des contacts. On voit évidemment que derrière le sujet e-commerce, c'est très inégal selon les secteurs. Là où avant, le tourisme, le voyage était très en avance, ou l'hôtellerie, bah là, ils ont été particulièrement touchés. Par contre, on a vu la grande distribution, la pharma exploser quand effectivement le luxe, la mode ou le voyage ont été particulièrement touchés. Le e-commerce, c'est la vente en direct, le direct to consumer, mais c'est aussi les marketplaces. Et là, on voit une accélération avec des acteurs géants comme Amazon, Mercado Libre en Amérique latine, Tmall, JD.com en Chine, Rakuten au Japon, Walmart qui s'y met aussi. Donc énormément de solutions qui sont en train d'accélérer. Et évidemment, un géant qui en a fortement profité, c'est le tsunami Amazon. Plus de 1 200 000 salariés désormais, c'est 450 000 de plus qu'il y a 10 mois. Et évidemment, pour ceux qui étaient déjà présents en drive ou e-commerce, ça a été aussi une difficulté à monter en charge avec des ruptures de stock, avec une supply à réinventer, à repenser des sites surchargés dans certains cas. Certains acteurs pourtant qui paraissaient assez en place comme Ikea qui ont eu énormément de mal à monter en puissance et puis des acteurs ou des marques de luxe qui s'interdisaient d'aller sur les marketplaces ou les sites e-commerçants qui de plus en plus sont en train d'y aller. On pense à Tmall en Chine et même Alibaba et puis tout simplement Amazon qui est en train de lancer une section dédiée pour les marques de luxe et Oscar de la Renta en fait déjà partie. Aller sur les marketplaces et le e-commerce, c'est aussi partager la bonne information, la bonne, tout simplement, information fiche produit, mais aussi les bons visuels, les bons tutos, les bons designs 3D. Et là, on a besoin d'un PIM et d'un DAM pour pouvoir centraliser et gouverner le partage de cette information. C'est aussi évidemment là du e-commerce, l'omnicanal avec une complexité, une multiplicité de briques technologies à conjuguer pour pouvoir régler ce problème. Et évidemment, on a bien vu la différence dans cette transformation digitale que le e-commerce ne s'improvise pas. Il demande des technologies, il demande des expertises, un savoir-faire. Donc si on n'avait pas encore recruté, si on n'avait pas encore installé un certain nombre de choses, qu'il a fallu certes stretcher ou revoir en termes de logistique, eh bien souvent c'est une vague qui a été ratée.
Deuxième tendance, le live stream shopping. Cette tendance vraiment inspirée par la Chine, ce télé-shopping en live streamé sur Internet. Là-bas, on voit que c'est un énorme carton. On voit que depuis les États-Unis, avec Amazon Live, sont en train de s'y mettre. C'est vraiment dans tous les secteurs, la beauté, les salons de coiffure, c'est carrément les agriculteurs qui vendent leur production en direct en Chine, c'est désormais le château de Versailles qui s'y met, c'est les marques de mode qui n'ont pas pu faire leur Fashion Week, qui vont sur TikTok, sur leur site, sur Snapchat, sur Twitch comme Burberry, donc vraiment une explosion du streaming de contenu, et puis tout simplement c'est de la vente au-delà du conversationnel ou du marketing, et c'est L'Oréal entre autres qui a été très présent pendant les festivals de streaming en Chine, et donc avec des chiffres d'affaires à faire rêver, des millions potentiellement d'internautes à aller toucher. De toute façon, la Chine, on le sait, c'est un énorme carton, entre autres au moment du Single Day. Cette année, ce n'était pas un jour, mais 11. 74 milliards de chiffre d'affaires, des pics assez phénoménaux. Donc on peut se dire que là où on regardait beaucoup la Silicon Valley, c'est l'Asie qui nous montre la voie. Le social commerce, on a vu une explosion des applications mobiles, sociales et vidéo pendant le confinement. Les réseaux sociaux qui continuent de cartonner avec Facebook, mais aussi YouTube et de plus en plus TikTok qui a fait une énorme explosion, même si Snapchat, Instagram ou Twitter ne sont pas en reste. C'est vraiment cette idée de passer du e-commerce où on doit aller trouver les produits à finalement les produits qui nous trouvent là où on est sur les sites d'audience. On pourrait parler de discovery commerce, et on voit que toutes les plateformes sociales sont en train de développer des fonctionnalités pour permettre à terme aux marques d'aller distribuer ou de passer sur de la transaction. On pense à Instagram, à Facebook, à Snapchat, à Pinterest, mais aussi TikTok et les autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour aller vers pas juste de la visibilité, mais carrément de la conversion et de la transaction. Et puis, il faut aussi comprendre et anticiper quelles seront les prochaines plateformes sociales. Et pour moi, ce sont les jeux vidéo. On passe de plus en plus de temps, pas juste à jouer, mais à se retrouver, à chatter, à échanger, pourquoi pas à créer du contenu. On voit le carton de Call of Duty, de Fortnite, de Nintendo avec Animal Crossing, où de plus en plus de marques ou même de politiciens y vont. Ça nous rappelle un petit peu Second Life il y a quelques années. Et on voit que des plateformes comme Fortnite ou Roblox, des plateformes de gaming à la base, sont aussi en train de devenir des plateformes événementielles où on a des concerts. On se rappelle entre autres des 5 concerts de Travis Scott sur Fortnite, 27 millions de fans qui ont participé, qui ont assisté dans cette plateforme de gaming à ce concert. Les offres promo, la bonne vieille promo n'a pas dit son dernier mot. On a le BOGOF, le Buy One, Get One Free, les coupons de réduction, les ventes flash, le programme de fidélité, les événements saisonniers, les promotions segmentées. Clairement, on voit que ça continue de fonctionner dans, on va dire, cette compétition énorme de tous les annonceurs. On voit qu'effectivement, on voit essayer d'attirer à soi, de faire parler de soi ou de faciliter la conversion. Pourquoi pas avec des coupons pour inciter à l'achat et à la conversion. Les ventes flash, qui sont à la base très présentes chez La Redoute, Rakuten ou la Fnac, un bon moyen de créer, on va dire, l'événement et d'attirer les internautes. C'est pourquoi pas des offres pour fidéliser ses clients les plus importants. On sait que c'est dur de convertir un client une première fois, autant tout simplement les fidéliser dans le temps. On pense aux Galeries Lafayette, à Camaïeu, à Carrefour et à d'autres. On voit aussi que les festivals e-commerce cartonnent en Chine. Donc de plus en plus, on crée vraiment l'événement, on rassemble des audiences. On a du live stream, pourquoi pas, mais on va vraiment créer des moments, des temps forts, soit pour une marque, soit en réunissant différentes marques autour d'une occasion. On a aussi des offres promo segmentées, pourquoi pas pour les enfants, pour les familles nombreuses, les seniors ou même les étudiants qui ont bien du mal en ce moment, ne pouvons pas forcément faire de job étudiant dans la restauration. Les préventes, on l'oublie souvent, que ce soit les bons d'achat et les cartes, les réservations, l'échantillonnage, l'achat de groupe ou la co-conception, finalement, c'est un très bon moyen de gagner en tout simplement prédictibilité. C'est aussi faire de la trésorerie positive. C'est aussi éviter de produire à perte si on n'arrive pas à vendre. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. Et on voit qu'il y a une multiplication des cartes et des bons d'achat en prépaiement, en ligne
ou hors ligne avec des cartes physiques. Et donc là, on voit que ça continue de fonctionner très très bien, entre autres pour les cadeaux. C'est aussi des paiements étalés. On parle de Buy Now, Pay Later, donc Affirm ou Afterpay, voilà, des solutions pour permettre de payer par mensualité. Rien finalement de complètement nouveau pour les magasins physiques, mais on trouve l'équivalent désormais sur l'achat e-commerce et en ligne. Finalement, c'est un formidable moyen de trésorerie positive et on sait que Tesla, par exemple, sur la Model 3, avec les précommandes, plus de 500 000 d'entre elles, ou le Cybertruck, ça a été aussi un moyen de passer des phases un petit peu difficiles en termes de trésorerie pour l'entreprise. Quand on voit le succès aujourd'hui en termes de capitalisation, on se dit que finalement, c'était un bon moyen. On n'oublie pas les basiques, l'échantillonnage, hein, c'est une bonne manière d'accélérer le parcours d'achat. Finalement, quand on hésite, quand on cherche quelque chose, quand on veut avoir un avis, le meilleur moyen, c'est pourquoi pas le tester en plus petit. Et on voit de plus en plus des échantillonnages intelligents, comme chez Sephora, où là, tout simplement, je vais pouvoir choisir les échantillons de mon choix via une borne connectée. Et c'est pourquoi pas tout simplement du e-sampling, où je vais pouvoir en virtual try-on aussi avoir une idée tout simplement de l'effet d'un maquillage, par exemple en réalité augmentée, que ce soit via une application mobile, dans Facebook, Snapchat ou autre avec des lens. C'est aussi impliquer les clients dans la co-conception. Donc là, c'est pas nouveau. On se rappelle de Dell ID Storm, de Lego IDs, de Starbucks IDs, des sites qui permettaient déjà aux clients de partager leurs suggestions et pourquoi pas d'en voir un certain nombre transformés de manière transparente en produits. On voit qu'aujourd'hui, Ikea vous fait un appel à idées, Carrefour met à contribution sa communauté pour co-créer de nouveaux produits, Adidas fait aussi des concours au niveau de création de modèles exclusifs. On en voit aussi dans certains cas avec les influenceurs. Les ventes privées, clairement, encore un phénomène qui n'est pas neuf, hein, avec vente privée qui est devenue VP, showroom privé, Zalando privé, beauté privée. On voit que c'est quelque chose qui fonctionne, entre autres en termes de chiffre d'affaires. On voit aussi des ventes privées dédiées, pourquoi pas, aux influenceurs. Hein. Avant, on avait les ventes presse dédiées finalement aux journalistes. Aujourd'hui, on peut avoir certains code de réduction pour les influenceurs. Ça peut être à destination d'une tribu et on le retrouve beaucoup avec With the New par exemple, avec une plateforme d'achat-revente dans les sneakers neuves, authentiques et de série limitée. Donc là, il y a tout un enjeu sur les séries limitées, sur le drop de produits un petit peu exclusifs. On peut avoir des ventes privées liées à des membres d'une communauté. Donc par exemple, si je suis membre Amazon Prime ou Costco, hein, qui commence à arriver en France, vraiment, voilà, je paye ma carte un petit peu comme à l'époque, la Fnac était réservée aux cadres. On s'en souvient pas forcément. Et puis, ça peut être des ventes privées pour les meilleurs clients, les clients VIP. Par exemple, Amazon Nouvel Espace Luxe qui est réservé, qui est sur invitation. Et puis, on voit de plus en plus aussi certaines ventes spéciales chez Orange, par exemple, avec Soch, pour certains clients. Enfin, les influenceurs digitaux. Clairement, on voit que l'influence est toujours un canal qui cartonne, tout simplement puisque dans ce déluge de choix, évidemment on a les avis clients, mais avoir des clients référents, des influenceurs qu'on suit, dans lesquels on a confiance. Alors évidemment, certains peuvent en abuser, on pense au système de dropshipping où certains influenceurs, entre autres de la télé-réalité, se sont un petit peu fait taper sur les doigts pour essayer de revendre avec une forte marge des produits qui arrivaient directement de chez Wish ou AliExpress. Mais on voit que sinon, pour la majorité d'entre eux, pour des TikTokers, des YouTubers, des blogueurs et autres, c'est souvent beaucoup d'années pour fidéliser une audience, pour acquérir une crédibilité et donc une capacité de recommandation. Alors évidemment, elle peut être abusée dans certains cas. On se rappelle du festival Fire, qui avait été un énorme succès de communication et malheureusement un énorme fail en organisation et qui avait entre autres utilisé beaucoup de mannequins et d'influenceuses sur les réseaux sociaux. On voit bien que là aussi, on a différents types d'influenceurs, depuis des très grands, on pense à Kim Kardashian, en taille de communauté ou d'audience, et puis on peut aller jusqu'à du nano-influenceur, et souvent on va mixer les différents types d'influenceurs avec différents types de dispositifs. On voit bien qu'évidemment pour un certain nombre d'entre eux c'est compliqué en ce moment, pour tous les influenceurs voyage, voilà, où ça va être plus compliqué tout simplement de se rendre et d'alimenter leur chaîne. On voit aussi que dans certains cas, avec la crise du Covid, quand les gens sont bloqués chez eux, certains super influenceurs qui, on va dire, se pavanent dans leur piscine et leur villa géante ou dans des voyages un petit peu formidables. On a vu le hashtag guillotine 2020 refaire surface aux États-Unis. Donc attention à être
influenceur, mais à ne pas trop en faire, ne pas aller trop loin, surtout quand certaines personnes perdent leurs emplois ou sont en difficulté économique ou sanitaire en ce moment. On voit aussi qu'il y a une certaine perte d'exclusivité dans certains cas, entre autres dans la mode, là où normalement les défilés étaient réservés uniquement aux plus influents d'entre eux, ne pouvant plus se déplacer. Un grand nombre de marques a pris la décision tout simplement d'ouvrir et de rendre accessible au plus grand nombre leurs défilés. On pense aussi à Fenty qui, avec Rihanna, depuis 2 saisons, diffuse ses défilés en exclusivité sur Amazon Prime Video et donc rend accessible finalement ce qui aurait dû être exclusif à quelques happy few VIP et journalistes ou influenceurs ces contenus. On voit des marques qui jouent le côté plutôt de la proximité, de l'authenticité. On pense au gel, par exemple, Merci Andy, et voilà, qui va tout simplement incarner la relation d'influenceur par sa stagiaire avec son audience. Donc là, on n'est plus dans l'influence qui fait rêver, on est vraiment dans la proximité avec une cible assez jeune. Dans certains cas, on va même passer à l'influenceur virtuel. C'est le cas, par exemple, avec Ima chez Ikea, et on en a un certain nombre d'influenceurs virtuels en 3D qui eux-mêmes arrivent à avoir plusieurs millions de followers. Dans certains cas, les influenceurs, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut les inviter, leur envoyer des produits gratuits, les rémunérer, les faire coproduire du contenu, coproduire des séries limitées. On peut leur faire créer du contenu créatif. Vraiment, il y a une grande diversité de dispositifs. Évidemment, il va falloir mixer les bons formats tout en restant le plus transparent possible avec l'audience, si on les a rémunérés pour parler positivement du produit ou s'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent après l'avoir testé. En Chine, c'est encore plus important avec ce qu'on appelle là-bas les KOL, les Key Opinion Leaders, qui ont vraiment une capacité de recommandation phénoménale, entre autres grâce au live stream, qui leur permet à la fois de diffuser, mais de faire un lien direct entre leurs tutoriaux en live, les réponses interactives en live avec le e-commerce. Et on a vu certains ou certaines influenceuses être capables de vendre jusqu'à 100 voitures en 5 minutes. Certains sont même capables de vendre des appartements de plusieurs millions d'euros. Bref, vous l'avez compris, le e-commerce, c'est plutôt les e-commerce, une grande diversité, un grand mix de possibilités et d'opportunités pour les marques aujourd'hui, à charge pour chacune de faire les bons choix. Et pour aller plus loin, nous vous invitons évidemment à retrouver nos 3 Hub Report où nous avons creusé bien plus que ce que j'ai pu vous présenter ici en quelques minutes, les différentes typologies de e-commerce, du e-commerce au social commerce, en passant par les préventes, le re-commerce, la voice, les chatbots, énormément de possibilités. Je pense qu'on a une année pas simple, pas facile, mais qui est aussi une année d'accélération et de transformation vraiment importante. Évidemment, nous sommes aussi disponibles pour venir vous synthétiser tout ça lors d'une keynote dans vos locaux, ou tout simplement en visio. En ce moment, on en a un grand nombre chaque jour. Vous pouvez aussi nous demander de creuser certains de ces sujets en formation qui sont disponibles en e-learning ou online en live. Et évidemment, on vous invite tous à devenir membres du Hub Institute avec 120 grandes marques aujourd'hui qui nous ont déjà rejoints pour pouvoir accéder à nos événements, à nos reports, à nos insights et pouvoir tout simplement réinventer le business et le commerce de demain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon Hub Day futur du retail et du e-commerce.